Les autres, ils ont brûlé. De 17 ans. Et la garde à vue continue. Voilà les questions auxquelles devra répondre l'IGF. Talk about a bad week. Pas de mobile, pas de suspect, aucune piste officielle. Au sommaire de cette édition, meurtre à Fréjus. Angelo Canton, patron de pizzeria, est battu à mort devant son domicile. Disparaître comme ça, assassiner comme ça, non. Non, ça se fait pas, ça. 2 hommes ont été condamnés pour le meurtre d'Angelo par la cour d'assises de Draguignan. Ils font appel. Ce n'est pas moi, je suis vraiment innocent. J'ai rien fait. Pourquoi je vais prendre 10 ans pour rien? Innocent ou coupable, la cour d'assises de Nice va en décider dans un mois. Le reportage de la semaine à Marseille. Fatima répond à une annonce sur Internet pour du babysitting. Elle a disparu depuis 17 jours. Est-elle tombée dans un piège? Il lui arrive jamais de rester sans donner une nouvelle plus d'une demi-journée, que ce soit à moi ou à ses parents. Lundi, son père reçoit un coup de fil. Allô? Fatima? Oui, welcome. La jeune fille est-elle toujours en vie? Le portrait de la semaine, Marie-Claire Talleux. Jean-Baptiste, son fils de 26 ans, a disparu en Inde il y a 5 mois. Est-ce que vous avez vu cet homme? Elle se rend sur place pour tenter de le retrouver. Histoire de star à Cannes, pendant le festival, les policiers traquent une espèce de délinquant un peu spécial, les frotteurs. Allez, celui-là, on va le serrer avant la fin, là. Mais d'abord, notre enquête à Fréjus sur le meurtre d'Angelo Canton, patron de pizzeria. Les suspects sont en liberté. Yves Jaoui et Robert Adam de Villiers, dit Johnny, sont libres. Pourtant, ils sont accusés d'avoir tué un homme. Angelo Canton, 58 ans, un patron de pizzeria. Aujourd'hui, les 2 hommes clament leur innocence. Jaoui l'a d'ailleurs écrit dans son journal intime. J'ai marqué à mon sujet, je suis tranquille, je n'ai jamais fait du mal à qui que ce soit. Je ne suis pas violent, je suis innocent. Je suis prêt à repasser, comme je dis, devant un détecteur de mensonges. Ma mère me disait toujours, mon fils, toi tu es né dans un pot de miel. Tu es tellement gentil. Je ne suis pas violent, je suis sensible, Voilà. Mais je me retrouve dans cette misère. Ils veulent un coupable, Ils veulent un coupable, oui, c'est ça. Il n'y a pas de bon Dieu, hein. Enfin, si la vérité elle éclate, je suis content. L'homme qu'ils sont accusés d'avoir tué, Angelo Canton, tient une pizzeria à Fréjus. Le 3 janvier 2003, il ferme son restaurant et rentre chez lui, à 25 mètres de là. Le lendemain, il est retrouvé mort devant la porte de son appartement, au 4e étage de son immeuble. À côté de lui, ses clés, son téléphone portable et une cigarette qui a fini de se consumer toute seule. Il a été roué de coups et frappé à la tête avec un objet. 5 ans après, François, le beau-frère d'Angelo, n'accepte toujours pas cette mort violente. Mourir comme un chien, comme ça, pour nous-mêmes, c'est pas possible. Il aurait une méchante maladie qu'il n'y a rien à faire, il faut qu'il y aille. Et putain, disparaître comme ça, assassiner comme ça, non. Non, ça se fait pas, ça non, ça doit pas exister, ça. C'est trop dur. C'est trop dur. Il voulait toujours le bien-être autour de lui. Il voulait toujours une bonne ambiance, une bonne entente. Il était très amoureux de nous tous. C'était réciproque, bien sûr. On était bien, il était bien avec nous, on était bien. C'était un brave homme. Quelques semaines avant le drame, Angelo avait trouvé des tags menaçants sur son interphone. Qui les avait écrits? Une chose est sûre, il se tenait sur ses gardes. Sa fille avait trouvé chez lui un objet surprenant. Ma sœur a trouvé une arme chargée à la maison en allant chercher un couteau, des cigarettes, je ne sais plus. Elle monte à la maison et elle voit l'arme à l'entrée sur une table. Donc
On avait peur qu'il se suicide puisqu'il avait une vie difficile, il venait de perdre sa femme, il était très malheureux. Donc nous, dans notre esprit, la première chose, fais attention, pourquoi tu as cette arme? Jamais on se serait dit, il y a une partie de cow-boy qui se joue dans les jours qui viennent, parce que c'était 5 jours avant le décès de mon père. Ma sœur lui a demandé qu'est-ce que c'est cette arme à la maison. Il a dit non, ne t'inquiète pas, je vais rien me faire, apparemment c'est pour me protéger, ou ma sœur a bien compris que c'était pas pour se suicider. Alors, qui a tué Angelo? Dans les premiers temps, l'enquête piétine. Pas d'indices, pas d'empreintes, les policiers n'ont aucune piste. Mais 15 jours après le meurtre, un témoin fait une révélation. Il dit savoir qui a frappé Angelo. Ce seraient Jaoui et Johnny. Les deux hommes connaissent Angelo. Johnny est un client occasionnel de la pizzeria. J'y allais pour faire plaisir. Je prenais une pizza, lui prenait une pizza, je prenais mon petit filet, ça me coûtait 27 €. Je l'ai connu comme ça, Angelo. Il est comme ça. Bon, c'est un alcoolique, c'est un joueur, c'est un alcoolique. Bon. Mais moi, je l'aimais bien, il était gentil. Depuis le mois d'août, j'ai plus mis les pieds dans cette pizzeria. Quant à Yves Jaoui, ses liens avec la victime sont plus étroits. Il a travaillé pendant 2 ans dans la pizzeria, comme serveur et comme cuisinier. Il parle d'Angelo comme d'un ami. Je m'entends très très bien. Je m'entendais même très bien avec la famille. La famille, chaque fois qu'ils venaient me voir, ils me disaient « Yves, ça va ?» Je dis « Oui, ça va », mais il dit « Fais attention quand même à mon père. Tu sais que mon père, quand il boit, fais gaffe, fais attention. Tu t'inquiète pas. » On dit « Tu sais, pour nous, c'est comme si c'était le pilier de la maison. » J'ai jamais souhaité du mal ou j'ai jamais dit quelque chose de mal sur lui. Ce n'était pas un ami de mon père. Hein. Il est venu parasiter un petit peu le restaurant pour ce qu'il y avait à parasiter. Donc ça fonctionnait pas tous les deux. Donc ça finit un petit peu en clash, quoi. Un petit peu. Beaucoup en clash. Mais pour quelle raison Jaoui et Johnny auraient-ils tué Angelo Canton? Le premier mobile pourrait être l'argent. À la pizzeria, les affaires marchaient mal. Le restaurateur n'arrivait plus à payer ses employés. Yves Jaoui lui réclamait 6 mois de salaire, environ 3 000 €. Jaoui voulait son dû. Il voulait, comme quoi il avait travaillé tant de temps, et il avait même dit je t'emmènerai au prud'homme, et ci et là. Il voulait un salaire. Il voulait un salaire, oui. Bon, c'est vrai que mon beau-frère lui donnait, mais lui donnait à petite dose. 3 semaines avant ou 15 jours, je ne me souviens pas bien la date. Il y avait fait des menaces. Il avait dit si c'est pas moi qui te cassera la tête, j'enverrai quelqu'un, je te ferai faire par quelqu'un d'autre. Comme ça, il m'a dit. Je lui ai simplement dit, bon écoute, Angelo, paye-moi ce que tu me dois et on n'en parle plus. Il m'a répondu, je te dois rien. Quand il m'a dit ça, je vous affirme que je suis parti, je n'ai pas dit un mot. J'ai téléphoné tout de suite à mon avocat pour l'expliquer, pour lui dire voilà, et il m'a dit, ne te fais pas de soucis, on va lui faire un procès. C'est tout. Et je ne vois pas pourquoi que je me serais cassé la tête pendant qu'il ne m'a pas payé. Je savais qu'on allait lui faire un procès, et que, donc j'ai dit, je ne vois pas la raison. Je me suis dit, Jaoui, il m'a téléphoné plusieurs fois pour me dire qu'il en avait marre de mon père. Donc il y avait quand même, on sentait à ce moment-là quand même qu'il y avait une colère qui s'était mise en route et qui montait. Les enquêteurs découvriront que Jaoui avait une autre raison de tuer Angelo Canton, la jalousie. Son ex-femme était la maîtresse d'Angelo. Elle était un petit peu légère, alors il s'est servi de mon beau-frère qui, ma foi, en tout homme qui se respecte, ma foi. Je dis, moi, qu'elle avait des rapports, je m'en foutais, j'étais plus avec elle. Il n'y avait pas que lui, qu'elle m'avait trompé, ça je le savais, puisque je l'ai bien dit, elle a été même franc à la barre quand elle est passée. Elle a été franc. Elle a dit, vous savez, ma deuxième fille, je ne suis pas sûr que c'est de lui. Parlons de moi. L'argent, la jalousie, 2 mobiles qui auraient pu pousser Jaoui à frapper Canton. Mais quelle raison Johnny avait-il d'agresser le restaurateur? Aucune histoire d'argent, aucun mobile. Les 2 hommes se connaissent à peine. Mais voilà, le soir du meurtre,
l'alibi de Johnny est douteux. J'ai dit, j'étais ou chez moi ou chez Pichon. Comme ça c'est ma version. Parce que je ne me rappelle pas. Vous vous souveniez plus où vous étiez en fait? 3 semaines, 3 semaines avant, vous savez où vous étiez il y a 3 semaines? Interrogés, les amis de Johnny disent qu'ils n'étaient pas chez eux le soir du drame. Pire encore, ils déclarent aux policiers que Johnny leur a demandé un alibi pour se couvrir. Autrement dit, un faux témoignage. Pour l'avocat de la famille d'Angelo, c'est un aveu de culpabilité. Il se rend chez des amis, il sollicite un faux alibi. Il dit surtout dites que le jour des faits, j'étais chez vous et qu'on a passé toute la soirée ensemble. Je suis en cavale, rajoute-t-il. En cavale, ça suppose quand même qu'on ait commis quelque chose de répréhensible. J'ai jamais vu un innocent dire je suis en cavale. Lui, il a dit qu'il ne s'en rappelait pas. Et c'est sa femme qui a dit oui, il est venu chez nous, il a demandé un alibi, il était en cavale. Oh, j'habite à Fréjus, je vais aller en cavale à Fréjus. Des histoires d'argent, une relation adultère, des alibis douteux. Jaoui et Johnny deviennent les suspects numéro 1 dans le meurtre d'Angelo Canton. La police me demande votre père, avec qui avait-il des difficultés et tout, s'entendait-il bien ou mal? Moi, le seul qui m'est venu en tête, c'est monsieur Jaoui. Voilà, donc je leur ai dit, écoutez, moi je pense que c'est avec monsieur Jaoui qu'il était en difficulté en ce moment. Je pense que le 3 janvier, c'était Jaoui qui avait envie de tuer mon papa. Pour moi, c'est eux. Hein. C'est eux, là, les deux, là. Les deux acolytes, il n'y a rien à faire. Ça coule de source, ils sont à la base de tout. De A à Z, ils sont à la base de tout. Jaoui et Johnny sont mis en examen. En février 2006, la cour d'assises de Draguignan les condamne à 10 ans de prison pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les deux accusés font appel. Après avoir passé 18 mois derrière les barreaux, ils sont libérés et continuent à clamer leur innocence. Je fais appel parce que j'ai rien fait. Est-ce que vous avez peur aussi là? Ouais. La prison, c'est dur. Surtout pour moi, je suis claustrophobe. J'ai jamais fait du mal à personne. Ce n'est pas moi, je suis vraiment innocent. Et je peux l'affirmer. Un nouveau procès doit avoir lieu le mois prochain à la cour d'assises de Nice. Les avocats de Johnny vont plaider l'acquittement. C'est une erreur judiciaire. Ça oui, voilà. ça, c'est... Alors, le terme, il est dit. Ah oui, non, voilà. Terminé. Si vous le placez avec conviction, voilà. Nous défendons un acquittement, mais vraiment. Il y a beaucoup de doutes sur beaucoup de choses. Et je ne comprends pas comment l'institution peut se satisfaire de ça et condamner les gens. Je crois qu'à un moment donné, il faut avoir le courage de dire, bon ben, écoutez, là, on ne sait pas. Quels sont les doutes dont parlent les avocats de Johnny? En premier lieu, ils mettent en cause les déclarations du témoin. Le soir du drame, il fait nuit noire et l'homme dit avoir vu la bagarre depuis sa voiture, garée à plus de 150 mètres de là. Je connais bien les lieux étant du cru. Il faut se remettre dans le contexte de l'heure, de l'éclairage. Et puis après, on se posera la question de voir si on peut affirmer quelque chose qu'on a vu ou pas vu. Deuxième doute, la bagarre aurait eu lieu au pied de l'immeuble d'Angelo. Mais comment se fait-il alors que son corps ait été retrouvé 4 étages plus haut? Pour les avocats de Jaoui, c'est que la bagarre s'est déroulée devant la porte de son appartement. Il est plus compatible qu'il ait été agressé sur son palier. On le retrouve dans une position et muni d'objets qui nécessairement révèlent qu'il était venu par ses propres moyens sur ce palier, qu'il était tranquille puisqu'il fumait une cigarette. Vous croyez que c'est pas important tout ça? Que s'est-il passé exactement le soir du drame? La bagarre a-t-elle eu lieu dans la rue ou au 4e étage? Le corps d'Angelo a-t-il été transporté sur son palier ou le restaurateur est-il monté seul après avoir été frappé? 5 ans après les faits, le mystère plane toujours. Là, le pauvre, il a été tué en bas. Hein. Il y a pas de... Ils l'ont achevé en haut. Voilà, moi je pense comme ça. Ils l'ont achevé en haut. Et l'autre hypothèse dit qu'il a bien été massacré en bas et qu'il a eu le temps de pouvoir monter de lui-même.
Et c'est fini, il est tombé. Il y a le légiste qui est venu et qui nous a bien raconté ce qui s'est passé. Le sang ne part pas, il est tout en dedans du pauvre Angelo. Et c'est quand il est arrivé que boum, il est tombé. Puis là, la grosse, entre guillemets, l'hémorragie, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, bien sûr, une hémorragie. Moi, je ne sais pas s'il allumait sa cigarette en haut, s'il allumait en bas. Il est arrivé avec une cigarette en haut. Mais bon, il avait le rocher crânien fracassé. C'était aussi une évidence. Donc, je ne sais pas s'ils l'ont fracassé en haut, je ne pense pas, parce qu'il n'y a personne qui a entendu. Mais, et puis après, il a dit qu'il les a frappés en haut, en bas. Donc, moi, je reste sur ce scénario. Un scénario qui repose uniquement sur le témoignage de ce monsieur Rell. Mais qui est donc cet homme qui accuse Jaoui et Johnny? Son témoignage est-il crédible? On a affaire à, malheureusement, un SDF, un vrai, c'est-à-dire désociabilisé, marginalisé à outrance, déstructuré, alcoolisé. Et quand on dit alcoolisé, on dit alcoolisé. Les révélations de ce témoin sont d'ailleurs surprenantes. Comment parle-t-il, ce témoin? Il parle souvent, il parle beaucoup, mais il parle mal. Et il parle de façon incompréhensible. 4 déclarations. Il lui a fallu 4 déclarations successives avant de, bon an, mal an, trouver un scénario qui puisse coller à la réalité. Lors de sa première audition, le témoin ne dit rien. Lors de la deuxième audition, il dit avoir vu Jaoui, Johnny et un troisième homme frapper Angelo pendant au moins 5 minutes au pied de son immeuble. Lors de sa troisième audition, il dit avoir vu seulement Jaoui et Johnny frapper le restaurateur. Lors de sa quatrième audition, il déclare avoir tout inventé. Mais devant le juge d'instruction, il met à nouveau en cause Jaoui et Johnny. Vous voyez bien qu'il est difficile d'accorder un crédit quelconque à des déclarations aussi fluctuantes dans une affaire de cette importance. Pour les avocats de Jaoui et Johnny, d'autres pistes auraient dû être exploitées par les enquêteurs. On a ce témoignage de cette femme qui est la voisine de palier, qui vient dire « J'ai entendu les bruits d'une altercation à 1h15 du matin, alors que l'autre parlait d'une agression qui se serait déroulée en bas de l'immeuble à 11h30. J'ai entendu des bruits d'altercation, j'ai entendu une dispute, il y avait une voix d'homme, une voix de femme. » On continue, à partir de là, à négliger tout ce qui n'intéresse pas. Qui étaient ces personnes qui se disputaient dans le couloir? Ont-elles un lien avec la mort d'Angelo? L'enquête fait aussi apparaître une autre piste, celle d'un Turc, le petit ami d'une serveuse de la pizzeria qui aurait été jaloux d'Angelo. Il y a ce fameux Turc, la personne qui aurait menacé Canton. Très important. On ne l'a jamais retrouvé. Et pourtant, il a existé. Il apparaîtra dans la procédure que ce Turc a été en contact avec les services préfectoraux à Marseille, qu'on aurait pu à ce moment-là tenter de l'interpeller, pour lui poser au moins les quelques questions qui s'imposaient, ou faire un prélèvement ADN. On n'a jamais fait. Des témoins avaient vu cet homme poursuivre Canton en voiture et le doubler en lui faisant le signe de lui couper la gorge. Ce fameux Turc serait-il l'auteur des menaces sur l'interphone d'Angelo? Annie, la fille du restaurateur, n'y croit pas. On en a fait toute une histoire sur ce Turc, parce qu'il n'a pas de nom apparemment, ce Turc. On dit le Turc. Il est où ce Turc? Donc soit on en parle avec lui, et on voit ce qu'il en est, soit on n'en parle plus. Une rumeur qui a pris une ampleur considérable juste après le décès de M. Canton, et une rumeur qui a été faite sur le Turc, parce que le Turc c'était pratique, c'était quand même l'étranger, celui en dehors du groupe, puis c'était quelqu'un qui n'était pas en France en situation forcément régulière. Alors c'était bien pratique de déclarer le Turc. Mais quand on a fait des investigations un peu plus poussées, qu'on essaie de voir qui a dit le premier « Oui, j'ai entendu le Turc menacer M. Canton », il n'y a personne. Dans un mois, un nouveau procès se tiendra à la cour d'assises de Nice.
Jaoui et Johnny seront à nouveau dans le box des accusés. Cette fois encore, ils plaideront non coupables. Mais si on me condamne, on me recondamne, pour moi, la justice française, je m'excuse, mais c'est évident. Ils ne savent pas, hein, ils savent pas. C'est pas possible. J'ai rien fait, pourquoi je vais prendre 10 ans pour rien? Je vais pas payer pour quelqu'un d'autre quand même. Il faut pas que ça tourne mal encore. Hein. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'ils disent oui, c'est nous, on l'a tapé, on l'a tabassé, mais on ne voulait pas lui donner en arriver là. Voilà, mais non, ils ne disent rien. Ils sont là, ils ne disent rien. Alors comment voulez-vous avoir un apaisement? Impossible. C'est un changement de verdict qui nous ferait vraiment beaucoup de peine. C'est le fait qu'on nous dise oui, en fait, oui, c'est eux, et puis un an après, non, non, finalement, c'est pas eux. Et que, bon, on vous laisse à vous avec vos questions. Que décideront les jurés? Jaoui et Johnny seront-ils acquittés ou condamnés une deuxième fois pour le meurtre d'Angelo Canton? Tout de suite, le portrait de la semaine, Marie-Claire Talleux. Elle se bat depuis 5 mois pour retrouver son fils Jean-Baptiste, 26 ans, disparu en Inde alors qu'il faisait le tour du monde à vélo. Est-ce que vous avez vu cet homme? Histoire de star, à Cannes, pendant le festival, les policiers traquent une espèce de délinquant un peu spécial, les frotteurs. Allez, celui-là, on va le serrer avant la fin, là. Mais d'abord, le reportage de la semaine à Marseille. Fatima répond à une annonce sur Internet pour faire du babysitting. Elle a disparu depuis 17 jours. À Marseille, Fatima n'a plus donné signe de vie depuis le 7 mai. La jeune fille avait 20 ans. Il lui arrive jamais de rester sans donner de nouvelles plus d'une demi-journée, que ce soit à moi ou à ses parents. Je suis très affaibli par cette disparition, très affaibli. Maintenant presque 2 semaines et... Tout commence le 29 avril. Fatima est étudiante, elle vit chez ses parents. Elle cherche un job pour l'été, du babysitting. Elle décide de mettre une annonce sur Internet. Pour être contactée plus rapidement, elle laisse son numéro de téléphone portable. Une semaine plus tard, le 7 mai à midi, elle reçoit un appel. Un homme lui donne rendez-vous à 15h. Il dit qu'il est avec son ex-femme et leurs 2 enfants. Elle n'était pas méfiante, et moi non plus d'ailleurs. Elle était censée avoir rendez-vous avec une femme, 2 enfants au milieu d'après-midi. Donc on s'est douté de rien et on n'a malheureusement pas pris assez de précautions. Fatima est une jeune fille sérieuse. Pour faire bonne impression, elle demande à son fiancé de ne pas l'accompagner. C'est donc seule qu'elle se rend sur le lieu du rendez-vous. À 17h, Mehdi reçoit un message sur son portable. C'est Fatima. J'ai rencontré une ancienne copine, je serai de retour ce week-end, bébé. Mais un détail intrigue Mehdi. Le mot week-end, en général, elle m'écrit week-end en entier, puis là, elle a utilisé l'abréviation WE, et ça ne lui ressemble pas. Ce message inquiète le jeune homme. C'est une fille qui ne dépasse jamais les 19h, 20h, que ce soit en semaine ou en week-end ou en période de vacances. Elle est très respectueuse de ses parents par rapport à ça, et elle s'est vraiment fixé cet horaire-là. Donc le fait qu'elle me dise qu'elle serait de retour ce week-end, ça ne pouvait pas être elle, ça ne lui ressemblait pas. Mehdi essaye toute la soirée de joindre sa fiancée, mais son portable est éteint. 19h, 20h, les parents sont eux aussi sans nouvelles. Mohamed se lance à la recherche de sa fille. À compter de 21h, je suis sorti. Je suis parti au Vieux-Port, à la Canebière, vers la gare Saint-Charles. Et je suis retourné par la rue des Dominicaines jusqu'ici, jusqu'à 2h du matin. Les parents passeront leur première nuit sans Fatima. Les proches sont d'autant plus inquiets que Fatima est fragile et vulnérable. Elle vient de subir une opération au genou. Il y a environ 1 an et demi, elle a subi une opération suite à un accident de ski. Et là, il y a environ 1 mois, elle s'est fait retirer le matériel médical qu'elle avait dans les genoux. Donc elle a été encore très fragilisée par rapport à ça. Elle a des médicaments justement antidouleurs.
Et je veux dire, elle ne peut pas se déplacer toute seule trop longtemps. Elle ne peut pas courir si elle en avait la possibilité, elle ne pourrait pas partir en courant. Et même sauter des marches, elle ne pourrait pas le faire sans avoir une énorme douleur. Le lendemain, la famille se rend au commissariat pour signaler la disparition de Fatima. Lorsque la disparition d'une personne majeure est jugée inquiétante, la police ouvre une enquête et entame des recherches. Dans le cas contraire, la police n'ouvre pas d'enquête au nom de la liberté d'aller et venir des personnes majeures. En France, on peut disparaître volontairement. C'est un droit reconnu par la Constitution. Je sais qu'elle est majeure, je sais que certaines personnes peuvent penser qu'elle a fugué ou autre. Mais le jour où elle est partie, elle n'a pas de compte bancaire. Elle avait 2-3 euros sur elle. Et la seule chose qu'elle avait sur elle, c'était sa carte de bus, son téléphone portable. Donc pour nous, il est impossible que ce soit une disparition volontaire. Comme Mehdi, la police juge cette disparition inquiétante et ouvre une enquête pour enlèvement et séquestration. Depuis, Mehdi remue ciel et terre. Il ne lâche plus son téléphone portable des yeux, c'est le seul lien qui peut encore le rapprocher de Fatima. Il passe également ses journées à sillonner les rues de Marseille. J'ai espoir de la trouver comme ça, en fait, cherchant à droite, à gauche, peut-être de trouver son sac par terre, son téléphone, quelque chose qui pourrait nous faire avancer dans les recherches. Mehdi a fait imprimer 1500 affiches qu'il distribue ou colle pour alerter la population et recueillir des témoignages. Ça m'attriste beaucoup parce que on est sans nouvelles maintenant depuis un petit moment et j'ai peur que ça n'aboutisse pas en fait. Cela fait 12 jours que Fatima a disparu. À la maison, la famille Saya continue d'attendre le moindre signe. Soudain, le téléphone sonne. Allô? شكون انت؟ فاطمة؟ وين راكم؟ Allô? Vous venez de recevoir un appel? Oui, c'est elle. Elle est où? Je sais pas pleurer. On m'a dit, je suis Fatima. Mohamed en est certain, c'est sa fille. Il décide de se rendre sur le lieu de la disparition. L'espoir revient. Mehdi ne veut pas rater ce moment. Il court rejoindre Mohamed. Il prévient un ami qui l'a beaucoup aidé depuis la disparition de Fatima. Ouais. Tu es où là? Tu es au travail? Viens, vite fait, à mal passé. Apparemment, Fatima elle a appelé son père, elle lui a dit qu'elle était là-bas. Il est trop lent. Habituellement, il est plus rapide, mais là, il est trop lent. Mehdi est persuadé qu'il va bientôt retrouver sa fiancée. J'arrive pas à joindre le père, il veut pas répondre. La personne qui répond. Vous avez pas vu un mec après 40 ans qui courait? Maintenant? Ouais. Vous l'avez pas vu arriver? Non. Rien? Allô? Oui, je suis Mehdi. Vous êtes où? Moi aussi, mais vous êtes où à mal passé? Quelques minutes plus tard, l'ami contacté par Mehdi arrive. Comment ça, elle a appelé? Elle a appelé un inconnu. Elle lui a dit oui, c'est Fatima. Et il lui a dit où son père lui a demandé où elle était. Elle a dit mal passé. Le père revient, mais il est seul. Fatima n'est pas là. Elle vous a dit mal passé? Non, elle m'a rien dit. Elle vous a dit quoi dans le truc? Elle s'est soufflée. Après, qui êtes-vous? Elle m'a dit c'est moi Fatima, c'est tout. Ou bien moi j'y vais, toi tu restes ici. Mohamed reste près du métro où sa fille a disparu. Mehdi, lui, décide de continuer les recherches dans Marseille. Mais au bout d'une heure, le jeune homme ne trouve aucune trace de Fatima. Il rejoint alors Mohamed au métro Malpassé. Ensemble, ils appellent les hôpitaux de Marseille pour savoir si Fatima y a été admise. On a de l'espoir, mais on ne sait jamais. On a de l'espoir.
C'est ça qui vous fait tenir, c'est l'espoir? Oui, c'est l'espoir. Oui, bonjour, je vous appelle pour savoir si vous aviez accueilli dans vos services Saya Fatima. S-A-I-A-H. S-A-I-A-H. A-H. Fatima. C'est ça. Écoutez, je vous remercie. Le lendemain, Mehdi continue à diffuser le portrait de sa fiancée, car l'appel de la veille n'était pas celui de Fatima. Concernant l'appel, il s'agissait en fait d'un canular, quoi. C'est des petits qui voulaient s'amuser. Les auteurs de cet appel malveillant ont été identifiés par la police. Ce sont 2 adolescents. Ils ont été mis en examen. Honnêtement, là, je me prépare vraiment au pire. Voilà, là, encore hier, j'étais vraiment tout confiant et tout, mais là, depuis ce matin, je suis vraiment démoralisé, dégoûté. Je sais pas, je baisse pas les bras, mais c'est dur d'encaisser, c'est dur. Toute personne ayant croisé Fatima Saya depuis le 7 mai peut contacter la police judiciaire en appelant le 08 05 01 07 07. Mince, la jeune fille mesure 1,65 m, a des cheveux châtain foncé. Elle portait un pull rose et un jean bleu au moment de sa disparition. Marie-Claire Talleux est française. Est-ce que vous avez vu cet homme? Non. Elle a fait 7000 km pour venir à Bombay, en Inde. Depuis 5 mois, elle se bat pour retrouver son fils, disparu sur cette route le 5 décembre dernier. Son fils, c'est lui, Jean-Baptiste Talleux, 26 ans, profession informaticien. L'été dernier, il plaque tout pour faire le tour du monde à vélo. Sa route s'est arrêtée dans ce quartier de Bombay. Là où on doit l'avoir vu, c'est dans ces coins ici. Marie-Claire a décidé de mener sa propre enquête. Avec cet avis de recherche qu'elle colle dans tout le quartier, elle espère trouver des indices et des témoins sur la disparition de son fils. On a fait imprimer 2000 affiches et puis 2000 petits tracts. Et on va payer des gens pour distribuer les tracts dans des endroits stratégiques, dans les gares. Il y a des points stratégiques où on nous a dit vraiment il passe des milliers de personnes dans la journée, donc ils vont faire distribuer les tracts. On a mis son vélo, parce qu'à la limite on se dit que si on retrouve le vélo, on retrouvera la piste de Jean-Baptiste. Sur l'affiche, la photo du jeune homme, de son vélo, et une récompense de 3 000 € pour celui qui le retrouvera. 3 000 €, une fortune pour les Indiens, l'équivalent de 4 années de salaire. Là, c'est cette banque. Arrêtez-vous là, c'est cette banque. Stop. C'est dans cette banque que Jean-Baptiste a retiré 200 € le 5 décembre. Il était 18 h. Après ce retrait, plus aucun signe de vie du jeune homme. Le gardien assurait la sécurité de la banque ce jour-là. Se souvient-il du jeune cycliste? Non. Ça me paraît pas possible qu'on dise non, je ne l'ai pas vu. C'est pas vrai. Jean-Baptiste a dû poser son vélo pas loin devant, l'attacher. Et quand même, ça se remarque, un étranger qui arrive avec tout son barda, qui vient retirer de l'argent. Marie-Claire tient absolument à retrouver des témoins à cet endroit, car elle pense que c'est ici que s'est joué le destin de son fils. J'aimerais vraiment bien que ça ne soit pas les derniers pas de Jean-Baptiste. J'aimerais vraiment que sa vie ne soit pas arrêtée ici. C'est vraiment trop bête. À Bombay, le bureau des personnes disparues et la cellule des affaires criminelles mènent les investigations. Au consulat de France, 2 personnes travaillent à temps plein sur cette affaire. Mais pour Marie-Claire,
l'enquête piétine. J'ai l'impression que les pistes n'ont pas été fouillées. J'ai l'impression que c'est encore resté très superficiel tout ça. Même si la police indienne dit avoir fait plein de choses, ils sont tous au courant, ils ont fait des choses, c'est vrai. Je ne sais pas comment ils travaillent, comment ils les ont faites. Je n'ai pas toutes les réponses aux questions que je pose. J'aimerais savoir le nom des passagers qui étaient dans l'avion à côté de Jean-Baptiste. On me dit que les papiers ont été détruits au bout de 15 jours. J'ai du mal à l'imaginer. Pour que son voyage ne soit pas totalement vain, Marie-Claire décide d'alerter la presse indienne. Objectif, diffuser la photo de son fils et l'appel à témoins dans un maximum de journaux indiens. Mais au bout de 11 jours de recherche, Marie-Claire perd espoir. Ça m'a fait comprendre que ça serait très difficile de trouver la vérité. Mais je ne veux pas lâcher. C'est pas exclu que je revienne. Qu'est-il arrivé à Jean-Baptiste ce 5 décembre à Bombay? Le jeune homme quitte la France le 18 juillet dernier. Il traverse l'Europe à vélo et depuis la Turquie, il rejoint l'Iran. Pendant 4 mois, tout va bien, il parcourt plus de 5000 km. Quand il ne dort pas chez l'habitant, le jeune homme plante sa tente pour passer la nuit. Et régulièrement, il envoie des mails à ses parents. Je vous donnerai des nouvelles lorsque j'aurai rejoint Dubaï, je pense, c'est-à-dire d'ici 2 ou 3 jours. De Dubaï, il prend l'avion le 4 décembre pour rejoindre Bombay en Inde. Jean-Baptiste avait prévu de pédaler jusqu'en Chine, où vit sa sœur aînée, Marie. Il ne la rejoindra jamais. Et malheureusement, l'itinéraire s'arrête là. Retour en France, dans la région de Nancy. C'est ici que Jean-Baptiste vivait avec ses parents, Marie-Claire et Pierre. Depuis toujours, le jeune homme était un passionné d'informatique. Il travaillait comme webmaster depuis 6 ans dans une société proche du domicile familial. Pour son père, Jean-Baptiste avait besoin de mettre du piquant dans sa vie. Il avait envie d'aventure, quoi, un peu. Il trouvait sa vie trop monotone. Passer sa vie dans un bureau, je pense que ça lui plaisait pas trop. Depuis 2 ans, Jean-Baptiste rêvait de tout quitter pour faire le tour du monde en solitaire. Dans le garage de la maison familiale, il prépare son vélo pour un long voyage, sans date de retour. Il a dit, je vais peut-être demander une disponibilité, voire démissionner. C'est ce qu'il a fait. Il a démissionné pour partir faire le tour du monde. Oui. Et trouver un autre sens à sa vie. Il me disait, je trouverai, dans mon voyage, je trouverai bien ce que je dois faire. Que lui est-il arrivé à Bombay? Toutes les hypothèses sont envisagées. Première hypothèse, la disparition volontaire. Jean-Baptiste aurait voulu rompre avec ses proches. Ses parents n'y croient pas. Je ne pense pas qu'il nous ferait le coup de disparaître comme ça sans prévenir. Il n'y a aucune raison. Et surtout qu'il l'avait dit, quand je serai en Inde, je reprendrai contact avec vous par email. Dans ses derniers mails, les propos de Jean-Baptiste sont chaleureux. Il partage avec ses parents le bonheur de son voyage. Les gens sont vraiment super hospitaliers. Je vous passe le salam de la famille qui m'invite. La dernière conversation par Internet entre le fils et la mère a lieu le 2 décembre. Pour Marie-Claire, il n'y a rien d'alarmant dans le ton de Jean-Baptiste, bien au contraire. Pour plaisanter, je lui avais dit tu reviens passer Noël avec nous, il y aura tout le monde, ça sera sympa. Et aussitôt, lui, il a répondu oh non, pas question, c'est trop bien, ça commence à être de plus en plus intéressant. Moi, je sais que le 2 décembre, il était très heureux de ce qu'il vivait. Deuxième hypothèse, le meurtre. François connaissait Jean-Baptiste depuis 15 ans. Il était son meilleur ami. Ensemble, les 2 jeunes hommes ont été scouts. François redoute le pire. Je pense qu'il a dû se faire peut-être agresser parce que là-bas, un vélo, le vélo qui coûte, je sais pas, 3 000 € en France, je pense que ça peut intéresser les personnes qui crèvent de faim et qui voient arriver un étranger comme ça. Je pense que c'est pas impossible qu'il ait pu se faire agresser. On
on se débarrasse du corps et personne ne le retrouve. Je pense que je ne le reverrai pas vivant, mais j'ai toujours une petite lueur d'espoir. Troisième hypothèse, la crise mystique. Jean-Baptiste est très croyant, comme beaucoup de voyageurs qui vont en Inde. Il a pu se retirer et méditer dans des ashrams, comme ces petites grottes qui sont des lieux de retraite spirituelle. On en compte des milliers dans ce pays, et certains sont très retirés, impossible d'y retrouver quelqu'un. C'est la thèse à laquelle veut croire son père. J'essaye de garder le moral en espérant de le retrouver vivant comme ça dans un ashram. On essaye de penser le moins possible à l'agression qu'il a pu subir. Moi, je ne suis pas très optimiste, en fait. Ce qui me paraît plus plausible, c'est ou l'agression ou l'accident qui l'ait rendu amnésique. Mais alors, où est-il? C'est ce que j'aurais voulu découvrir en allant à Bombay. Comme Jean-Baptiste, des dizaines de Français disparaissent en Inde chaque année. Le syndrome indien est d'ailleurs bien connu des spécialistes. Victimes d'un choc culturel, de nombreux Occidentaux y perdent leurs repères et peuvent vagabonder dans une errance mystique. Cannes est son célèbre festival du cinéma. Dans les rues, des fans sont venus du monde entier pour apercevoir pendant quelques secondes les plus grandes stars. Devant les hôtels, près du palais du festival, la foule s'amasse contre les barrières. Pendant 10 jours, la ville triple sa population. Pickpockets, voleurs, délinquants de toutes sortes se glissent parmi les badauds. La police est sur les dents. Il y a des CRS tous les 10 mètres, t'as vu, c'est... Ici, même les policiers sont des stars. 500 hommes venus de toute la France renforcent les 200 fonctionnaires habituellement en poste à Cannes. Les hommes affectés à la surveillance de la voie publique ont pour mission de veiller nuit et jour à la sécurité des badauds. Les voleurs à l'arraché sont leur cible principale, mais ils luttent aussi contre d'autres délinquants un peu particuliers qui se retrouvent tous les ans lors du festival, les frotteurs. Ils viennent de toute la France en fait, c'est des pervers, des violeurs, des agresseurs. Et ils viennent caresser les femmes en douce. Et justement, les policiers viennent d'en repérer un. Il est où? Ce qui il va réapparaître là. Ah, l'ancien là? Ouais. C'est un frotteur ça? Ces délinquants sexuels suivent toujours le même mode opératoire. Ils recherchent des attroupements, choisissent leur proie et profitent des mouvements de foule pour se frotter contre les femmes. Ils s'approchent, ils se collent, ils se rapprochent, ils regardent leurs fesses. Et ils s'approchent tout doucement et ils les suivent. Et ils changent de proie. Ouais, c'en est un. Hein. Bah, sinon on le filoche un peu. Hein. Il y a un frotteur apparemment là. Ils sont souvent soit très bien habillés, ils passent bien, ou alors des fois c'est flagrant. Ils sont mal habillés, ils veulent faire bien habillés, mais il y a quelque chose qui choque. Le pantalon, les chaussures, que c'est pas du tout adapté. Ah, il est là-bas. Le problème, c'est en tenue, c'est galère. Et il rentre dans le bar, là. En tenue, on est foutu, quoi. Ouais. Trop voyants, les policiers en uniforme s'arrêtent là. Ils passent le relais à leurs collègues en civil. Lionel et ses hommes vont intervenir. Sur la croisette, des admirateurs et des admiratrices attendent la sortie d'une star. Un attroupement se forme, le lieu idéal pour les frotteurs. Très vite, les policiers en repèrent quelques-uns. Ah, il n'arrête pas, mais j'étais bien de profil, il n'avance pas sur... Et l'autre petit vieux, il est passé où? Quelque chose comme de la braise aussi. Et il y en a un autre avec la casquette, il est revenu là-bas, la casquette grise et les lunettes à droite là-bas, regarde. Tu l'as vu aussi? Ah ben voilà, il y en a un autre là, voilà, il est là. C'est le premier que je t'avais montré, il est à gauche avec les lunettes, il est juste derrière le cul d'une femme. C'est que mine de rien, ils sont hyper patients. Cet homme en rouge est un frotteur, déjà connu des services de police. L'homme est sur ses gardes. Il se rapproche de la jeune fille au t-shirt rayé devant lui. Elle guette l'arrivée d'une star et ne fait pas du tout attention à ce qui se passe derrière elle. Le frotteur en profite.
Un acolyte, cet homme avec le t-shirt rayé, s'installe près de lui. Sa cible, la jeune femme au chemisier blanc. La jeune femme se doute de quelque chose. L'homme tente une diversion en demandant une cigarette à son voisin. On vous remercie. Et on vous souhaite une bonne soirée. C'est moi qui vous remercie. L'homme continue à se rapprocher. Mais la jeune femme en blanc a repéré le manège de ce frotteur. Elle décide de s'éloigner. Il vous a touché ou pas? Bon, j'étais comme ça, il me collait, donc j'ai ramassé au fur et à mesure. Mais là, je me suis trouvée collée face à la barrière, donc d'accord. Je suis partie. Pourquoi il n'est pas normal? Quelques mètres plus loin, Lionel et son équipe repèrent un troisième frotteur. Ils décident très vite de l'interpeller. Il a une paire de lunettes, il fait un peu italien. Allez, celui-là, on va le serrer avant la fin, là. Police. Il s'agit d'un Italien qui se laisse interpeller sans résistance. Vous êtes police, oui. Oui, police, bah oui, on monsieur. n'est pas là pour... Il sait très bien pourquoi on l'amène au commissariat. Il est immédiatement placé en garde à vue. Son nom figure déjà au fichier des délinquants sexuels, connu des services de police. Vous êtes placé en garde à vue pour des faits de ce qu'on appelle ici en France agression sexuelle. Vous êtes frotté contre une dame. Avec ça. Ouais. Ah oui, vous êtes arrêté là, non? Vous n'êtes pas dans les bureaux de police là? Vous savez que vous êtes à la police là? Vous n'êtes pas à l'hôpital, vous savez? Ah d'accord. Lionel repart sur le terrain. Le frotteur, lui, sera relâché quelques heures plus tard, car la plupart du temps, les femmes ne portent pas plainte. Elles ignorent qu'il s'agit d'un délit, passible d'une peine allant jusqu'à 15 000 € d'amende. La semaine prochaine, dans Fait divers le Mag, notre enquête sur les meurtres d'Élodie et Kelly dans la région parisienne, l'assassin court toujours. Ce que je peux affirmer, c'est que c'est une enquête que je considère bâclée. Le père d'Élodie a abandonné son travail pour mener l'enquête. Il a peut-être retrouvé l'homme qui a tué sa fille. Elle a été tout simplement assassinée par cet individu et que cet individu n'a sa place que dans une prison. Notre reportage sur les marchands de sommeil. Un homme a été condamné par le tribunal correctionnel pour avoir loué des logements sordides à des prix prohibitifs. On te met une image, on te dit tu es sale. Des fois, il y a mes copines qui viennent, ils ne veulent même pas manger chez moi. SAS, Gérard de Villiers, l'homme aux 150 millions de livres vendus. Avec son ami le juge Bruguière, il est le premier à avoir révélé les connexions entre terrorisme et banditisme. Le banditisme sert souvent, comme la drogue, sert souvent de financement au terrorisme. Et enfin, aux États-Unis, Charles Manson refait parler de lui. 40 ans après son arrestation, la police a repris les recherches. Le gourou sataniste a peut-être laissé d'autres cadavres derrière lui.